Bonjour, le 11 novembre 2020 à 11 h sortait Hold Up, mon 5e documentaire pour le cinéma, sur une plateforme américaine Vimeo. Et dans un lynchage médiatique sans précédent occasionné par la fuite du film sur les réseaux sociaux. 24 heures plus tard, la même plateforme américaine censure le film. Une censure applaudie par la presse qui elle-même vile la liberté d'expression. Une censure qui ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée jusque dans notre vie professionnelle et personnelle. Hold Up, c'est quoi Hold Up? Hold Up, ce sont 2 prix Nobel. Un prix Nobel de médecine, un prix Nobel de chimie. Ce sont des dizaines de professeurs de chimie, de médecine, de pharmacie. Ce sont des spécialistes, des médecins spécialistes, des généralistes. Ce sont des anthropologues de la santé. Ce sont des universitaires. Ce sont des citoyens comme vous et moi. Ce sont tous sauf des illuminés ou des farfelus. Hold Up, c'est quoi? C'est aussi un point de vue. Un point de vue comme il y en a dans tous les documentaires cinéma. Et le point de vue, mon point de vue en tant que réalisateur, c'était de réhabiliter le virus dans ce qu'il est, dans ce qu'il a toujours été, et non pas dans ce qu'il est devenu par la main de l'homme. Après 3 ans de recul sur cette opération Covid, la réalité, le réel, témoigne de la pertinence et de la justesse des propos de Hold Up. C'est pour ça que je vous invite vraiment ce 11 novembre, pour fêter les 3 ans du film, à venir regarder cette émission qui sera enregistrée dans les conditions du direct, une émission de plus de 5 heures, avec des personnalités, avec des témoins, avec des citoyens comme vous et moi, pour essayer de faire le point, un bilan et de dégager des perspectives d'avenir. Merci, bon courage à tous, il faut y aller parce que... Après ce temps pédagogique autour de la liberté d'expression sur les médias français, on poursuit cette hold-up ton avec 3 nouveaux invités pour ce 5e plateau. Tout d'abord David Bouillon, médecin généraliste qui nous vient de Belgique. Bonjour. Bonsoir. Merci de m'avoir accueilli, merci. Un grand merci. Merci d'avoir fait la route. On a aussi la chance d'avoir David Pliquet, qui est ingénieur en numérique, qui a quitté la Bretagne au milieu de la nuit pour nous rejoindre. Bonsoir David. Bonsoir, merci. Et enfin, nous avons Éric Martin, qui est témoin privilégié des milieux financiers, venu du Luxembourg. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à vous de prendre ce temps et d'être réunis ce soir. Comment avez-vous vécu la sortie de Hold Up, ou du moins depuis le 11 novembre 2020? Comment vous avez vécu ça, vous, docteur David Bouillon? Je l'ai vécu de la même façon. C'est-à-dire que dès mars 2020, il y a eu cette censure, il y a eu cette cabale contre la vérité, contre la santé et contre la vie, puisque il faut quand même jamais oublier qu'on était dans une période où on interdisait, on empêchait les personnes âgées d'être soignées. Donc, des moments où on touche à la liberté, au droit, pour vraiment déborder sous cette censure, cette méchanceté, cette délation, cette diffamation, et je l'ai mal ressenti de loin, je le reconnais, parce que j'étais sous le terrain et donc je n'ai pas non plus prêté attention. Ce n'est que dans le dot, là où j'ai compris que le but était de ne pas soigner en 2020 nos aînés pour justement pouvoir mieux injecter une population et surtout les enfants et les femmes enceintes. On va y revenir. Exactement. Je vais parler de mon vécu. Et je voudrais quand même que ceux qui vont regarder cette émission puissent se mettre à la place d'une personne qui est en souffrance et d'une personne qui voit la mort arriver à grands pas. Et donc le vécu est important puisque mon mari, ça tourne toujours autour de la maltraitance. Donc quand j'étais enfant, j'ai subi la maltraitance donc, de la part de mon père, donc dans le silence, dans l'ombre. Et le téléphone qu'on parlait de tout à l'heure, c'est le téléphone qui m'a permis d'appeler au secours. Donc mes grands-parents, ma grand-mère, je me souviens, prenait sa voiture et venait me chercher, venait m'héberger, me garder le plus longtemps possible pour échapper au coup de mon père, qui était vraiment d'un caractère exécrable. Quand on n'était pas d'accord avec lui, on se relevait des coups de ceinture. Et la vie fait que quand j'étais médecin, j'avais dit Bobonne, parce que j'avais ma grand-mère Bobonne, je disais, quand je serai plus grand, je t'aiderai, je te protégerai, je serai. Et étant médecin, évidemment, un jour, mon père, le même père, a placé ma grand-mère dans une maison de repos, on appelle en France un EHPAD, pendant le temps qu'ils
vendait sa maison pendant le temps qu'il dilapidait tous ses biens. Et elle me dit, David, je suis malheureux dans cette EHPAD, viens me chercher, toujours avec son téléphone. Et j'ai pris ma voiture, et j'ai discuté avec elle, j'ai fait une réunion de famille, et elle a terminé sa vie donc, chez moi, jusqu'à 92 ans. Et ces deux coups de fil, un pour être aidé, et l'autre pour sauver ma grand-mère de cette maltraitance, c'était le fil de toute ma vie professionnelle. Et donc, quand en 2020, il y a eu ces personnes âgées et qui ont été abandonnées, qui ont été privées de soins, donc qui ont vécu une maltraitance mondiale, mais j'ai continué cette façon de travailler que j'ai commencé en 90, c'est-à-dire le téléphone et aller vers la personne qui est en danger, qui est en détresse, qui est en maltraitance. Et ma médecine n'a pas changé par rapport à cette crise sanitaire, sauf que ma médecine générale m'a permis de comprendre les limites, parce que vous savez, la famille qui est ici dans le studio, vous vous rendez compte, le médecin généraliste, on m'appelle, mon papa va mourir, l'hôpital a décidé de laisser mourir mon papa, et donc je réponds tout simplement, et si c'est pour mourir à l'hôpital, on va laisser mourir à la maison, en sachant très bien qu'il y avait un traitement possible, parce qu'il n'y avait pas de traitement, pas d'antibiotiques. Le gériatre dit platement, de manière flagrante, mais monsieur, votre papa a le Covid, avec une pneumonie, il n'y a pas de traitement, il est avec un lit d'oxygène, il n'aura rien de plus. Et donc, j'ai dû appeler une ambulance, j'ai dû aller chercher ce monsieur avec un teint gris, vraiment, il était en train de mourir, donc toute la responsabilité m'incombait pour sauver ce monsieur en janvier 2022. Antibiotiques en intraveineux, donc à domicile, antibiotiques intraveineux, de l'oxygène, de la cortisone. Et ce monsieur, aujourd'hui, nous sommes en novembre 2023, il est toujours vivant. Il conduit sa voiture. Mais donc, le cas de ce Edmond de 86 ans est le cas de milliers de personnes. Et donc, le message que je voudrais dire, c'est que tant qu'on est en bonne santé, on ne regarde pas le voisin, on ne regarde pas les familles, on regarde sa personne. On est en bonne santé, on avance. Mais quand la maladie vous touche, quand le malheur vous touche, quand la souffrance vous atteint, et que vous ne savez pas quoi faire, parce que les généralistes ont eu comme consigne de ne pas soigner les personnes Covid, de ne pas soigner les pneumonies. Vous vous rendez compte qu'on soigne une pneumonie avec du paracétamol, avec du doliprane. Ça a été une maltraitance flagrante. Et à tel point que j'ai dû faire constater cette prise en charge par un huissier de justice, devant des personnes âgées. Alors voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est que le monde de la finance, le monde de ce big pharma a pris possession de la santé, a pris possession de la vie des gens. Et de grâce, s'il vous plaît, pensez à ces aînés. D'ailleurs, je le disais dans la voiture en arrivant, nos aînés d'aujourd'hui, c'était les enfants de la guerre 40-45. Ils étaient enfants. Et qui les a sauvés? Les parents et les grands-parents. Et aujourd'hui, ces personnes qui étaient enfants, ils sont nos aînés, ils sont nos seniors, ils sont nos personnes âgées. Et ils sont surtout dans l'ombre et le silence. Ils n'ont pas la force de pouvoir se déplacer à l'hôpital. En plus, en 2020, on les a interdits d'aller à l'hôpital. Ils n'ont pas la force de pouvoir trouver une solution pour être guéris. Mais alors, vous vous rendez compte le degré de souffrance de toute cette génération. Et je le dis dans toutes les conférences, je le dis haut et clair, même si l'ordre des médecins veut me suspendre ou m'a suspendu, je m'en fous. Mais je le dis, c'est que si on avait soigné ces personnes âgées en 2020, jamais on n'aurait injecté nos enfants. Jamais on n'aurait mis cette injection expérimentale en route. Donc tout ça, comme mon ami David le dit, tout ça est volontaire, tout ça est programmé, tout ça est intentionnel. Mais au bout du compte, il y a une maltraitance, une privation de soins, une souffrance que moi, soignant, moi, médecin, je ne veux pas tolérer. Parce que la plus grande souffrance que j'ai aujourd'hui, c'est la trahison que des soignants ont eue de trahir leur serment d'Hippocrate, de trahir la loi du patient. Et la deuxième souffrance, c'est que comment se fait-il qu'en Belgique et en France, il y ait eu deux attitudes différentes. En Belgique, la vaccination n'a jamais été obligatoire. En France, elle l'a été. Et des confrères, des soignants ont été suspendus. Et donc, la population qui va écouter, qui va regarder cette émission,
Mais ils doivent réagir, ils doivent se dire, mais arrêtons ce monde d'égoïsme, de ce monde déshumanisé. Il faut commencer maintenant à, oui, il faut protéger nos enfants, protéger nos aînés, et surtout protéger les personnes qui sont malades. Et donc ce téléphone ne doit pas servir à des raisons bancaires, à des raisons de finances, à des raisons de surveillance. Ce téléphone, c'est pour donner la possibilité à quelqu'un de lancer un SOS. S'il vous plaît, venez, je suis en train de mourir, la mort frappe à la porte, venez me soigner. Et donc comment est-ce qu'un soignant peut laisser des personnes au sort d'être... Parce que je vous dis, on a découvert des personnes qui étaient décédées depuis des jours, des semaines, dans leur maison, sans aide. Cette société, c'est ça la société d'aujourd'hui. C'est d'injecter nos enfants par un traitement expérimental. C'est de laisser mourir nos aînés, alors que ce sont quand même des êtres humains. La même personne que vous avez vue dans cette vidéo, il y a Harry, il explique aussi qu'il y a les utiles et les inutiles. Donc on voit bien que ce plan-là, il est vraiment visé, et on voit bien qu'on est à l'abandon. Je suis d'accord, mais... C'est un cri du cœur, c'est énorme, merci en tout cas. Oui, pour ce que vous avez fait. mais l'utile et l'inutile, Oui, mais la frontière, elle est vite franchie. Je suis utile maintenant que je vous parle, je traverse la route, on me renverse, je deviens inutile. Donc l'utile et l'inutile pend au nez de tout le monde. Bien sûr. Donc ça veut dire que pendant cette crise, comment est-ce que je peux admettre que des personnes ont eu des diagnostics de cancer 8 mois après le début des symptômes? Comment se fait-il qu'une personne maintenant qui a des problèmes cardiaques doit attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le cardiologue? Mais mettez-vous à la place de celui qui souffre. Je ne demande que ça aujourd'hui. C'est le message que je veux dire. Mettez-vous à la place de celui qui souffre et qui a besoin d'aide. On en est là aujourd'hui. Donc depuis 3 ans, pour vous, il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens-là? Pire, parce que il y a, en 2019, les médecins généralistes belges ne faisaient pas de téléconsultation. Vous vous rendez compte que maintenant, on leur donne la possibilité de consulter par téléphone en percevant des 20-25 € la consultation. Surtout dans les campagnes d'ailleurs. Et vous avez déjà vu un médecin qui sait prendre la tension artérielle, le rythme cardiaque, la saturation d'oxygène, la température, avec un téléphone. Mais c'est pas possible ça. Et donc on dit oui, je suis débordé, je n'ai pas le temps. Mais si maintenant le médecin parce que c'est rare maintenant le médecin qui décroche lui-même. Vous voyez, le téléphone est ici. Mais c'est rare parce qu'ils ont des secrétaires, ils ont c'est l'homme ou la femme qui l'a. Mais si on savait qu'au bout du téléphone, comme je l'ai vécu, comme j'ai entendu, des personnes qui sont en manque d'oxygène, c'est ce qui s'est passé pendant les années 2020 à aujourd'hui, vous vous rendez compte, ils sont asphyxiés au téléphone. Et ils me disent, docteur, je reviens des urgences. Je reviens des urgences. Voilà pourquoi j'ai été à l'hôpital, avec une ambulance. Je reviens des urgences et je sors avec du paracétamol en ayant une pneumonie. Mais étrangler quelqu'un, ou soyez étranglé, vous allez voir dans quelles conditions vous vivez. Alors maintenant, le serment d'Hippocrate, qui n'est pas un serment de donner un traitement, de soigner, non, c'est être attentif à la souffrance. Quelle que soit la condition de la personne. Donc nous avons pris en charge depuis 2007 sans-abri, au bord de la route, avec 2 véhicules médicalisés. Mais un sans-abri qui est en souffrance mérite la même attention, le même traitement, la même prise en charge que le milliardaire qui est dans sa tour d'ivoire. Et voilà. Discrimination, manipulation, mensonge, privation de soins, maltraitance. Voilà ce que chaque maintenant citoyen doit comprendre, parce qu'aujourd'hui, on n'y pense pas, mais ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est touchant, c'est bouleversant. Ouais. Merci pour cette C'est la vérité. C'est la vérité. Et alors, on a essayé de me détruire, parce que vous parlez dans le deux tantôt, on essaie de me détruire par la presse. Et j'ai eu un jugement qui est gagnant, puisque le Conseil de déontologie journalistique belge a condamné LN24, donc qui est une chaîne de... C'est une chaîne belge. C'est une chaîne belge où, autour d'un plateau, 2 politiciens et un médecin m'avaient salué en disant que j'étais radié de l'ordre des médecins. Ah oui. Et donc le conseil m'a donné raison. Magnifique. Oui, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique, mais j'aurais été tellement content d'être sur le plateau en disant écoutez, attention, si vous êtes malade, appelez le médecin. Je voulais tellement donner des conseils, parce qu'il y a le rôle de la prise de sang aussi qui a été complètement banni pendant cette crise. Or, si monsieur fait 40 de température aujourd'hui, on lui fait une prise de sang, on voit ses paramètres d'infection, on voit ses dédimères, on voit son manque de vitamine D, on voit tellement de choses dans une prise de sang, même cet examen-là
a été complètement méprisé, a été complètement donc oublié, et donc on a mis la santé, on a mis la vie de Belges et de Français donc devant la mort, parce qu'on a mis la médecine en prison. On a emprisonné Est-ce que la tu as une médecine. réaction, Eric? Oui, ma première réaction, ça veut dire qu'à t'entendre, David, on est très loin de la promesse qu'a fait. Oui, Oui. il nous a promis d'être mieux traités, d'être mieux soignés. Ça fait maintenant combien d'années qu'il a dit ça? Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est le contraire, avec une incitation justement à la maltraitance. Mais oui, Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que moi j'ai l'impression que cette situation ne crée que des victimes. Je veux parler de cette division, c'est-à-dire que l'autorité était en train de créer au sein même de la population entre des vaccinés, des non-vaccinés, entre des pro-russes, des contre-russes, entre des pro-israéliens, etc. Et il y a un certain climat de peur qui est général en fait, et qui nous empêche d'avoir ce sentiment d'empathie. Quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut surmonter la peur pour pouvoir commencer à se mettre à la place de l'autre et à ne pas vouloir se sauver juste soi-même. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui raisonnent justement en essayant de sauver leur business. Je peux pas dire autre chose que ce que l'autorité peut dire, parce que je pourrais perdre mon agrément, parce que je pourrais perdre ma licence, parce que je pourrais perdre ceci, cela. mais je voudrais te dire quelque chose, que la peur que tu dis, Oui. je l'ai eu en étant gamin. J'avais peur quand mon père montait l'escalier avec sa ceinture. J'avais peur. Mais si maintenant chacun imagine que ça peut arriver à n'importe qui, parce que la peur est tellement facile à dire, le déni est tellement facile à faire, mais celui qui est en face, il a besoin de toi. Et quand on est soignant, c'est la première mission. C'est une vocation, c'est même pas un problème d'argent, c'est un problème de quelqu'un, tu dois tendre la main à celui qui a besoin de toi. Et après, tu le vois dans le regard, tu le vois, leur papa est toujours vivant. Et quand il me voit, c'est comme si je voyais mon grand-père et ma grand-mère. Je souhaite à personne d'avoir de la souffrance. Parce que celui qui l'a, je peux vous dire qu'il est seul au monde. Et être en souffrance, c'est intolérable. C'est pire que la peur. C'est pire que la peur. Parce qu'il ne faut pas non plus se justifier de la peur, se justifier de tout ce qu'on a autour de nous. Moi, je peux aller à l'ordre sans problème. Je n'aurai jamais peur de l'ordre, ni d'un juge, parce que ma conscience est tranquille. Quand je me lève le matin et que je me vois dans le miroir, un peu comme dans Euro Disney, le miroir magique, ma conscience elle est tranquille. Et avant de fermer les yeux, je ne pourrai jamais regretter de ne pas avoir fait quelque chose pour sauver l'autre. Pour vous, David, quelles seraient les perspectives d'avenir par rapport à la médecine dont vous êtes hyper engagé, et merci encore une fois? Mais moi, mon plus beau rêve, c'est que ces émissions comme vous faites, et je vous dis merci, merci, ces émissions que vous faites, c'est de modifier la conscience de chacun, qu'il puisse avoir cette union des soignants, cette union de la presse, cette union des tribunaux, que les juges doivent quand même comprendre que quand on met un ministre au tribunal, quand on met l'ordre des médecins au tribunal, c'est parce qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des crimes, il y a eu de la santé qui a été complètement, je vais dire, méprisée, bafouée. Alors, vous vous rendez compte, on parle d'une vaccination expérimentale, on doit rapporter les effets indésirables, on ne le fait pas, on doit faire des prises de sang avant et après parce qu'il faut quand même être prudent, on ne le fait pas, et on a des traitements, on sait qu'on a des traitements. D'ailleurs, j'avais fait une conférence de presse en 2021 parce que j'avais constaté par les prises de sang que les anticorps naturels auraient pu être des traitements pour les Covid sévères. Et le commissaire Corona m'avait donné raison, donc via l'agence de cas, donc via la presse. Et donc j'ai eu une visioconférence avec lui, et il m'a dit, docteur, c'est la politique qui ne veut pas. Et maintenant, j'apprends par la presse il y a quelques jours que maintenant ils sortent maintenant les études en disant, oui, les anticorps naturels ont sauvé plus de 10% de Covid sévère. C'est un peu tard. Exactement. Comment est-ce qu'on peut dire que parce qu'on a la Covid, c'est du Doliprane, c'est du paracétamol, alors que quand on a une pneumonie après la grippe, là, on peut donner l'antibiotique, on peut donner de la cortisone, on peut donner de l'oxygène. C'est incroyable ça. Ça fait vraiment du bien, David Bouillon, de vous entendre, d'entendre ce discours plein d'humanité. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que dans les médias traditionnels et dans tous les discours, dans tout ce qui est valorisé dans notre société, des individus comme vous sont invisibilisés.
comme de nombreux lanceurs d'alerte, même certains très connus qui sont même emprisonnés, et on va mettre en avant des médecins pleins de conflits d'intérêts, voire même des gens qui ont du sang sur les mains. Exactement, exactement. David, ce discours vous donne de l'espoir aussi, j'imagine? Évidemment, en fait, l'engagement de David, je l'ai découvert à travers l'exposition de Pierre, qui vous a rencontré par son grand cœur. On sait que Pierre est très sensible à ce type d'engagement. Et quand j'ai vu, effectivement, en fait, à travers les écrans, on a senti, je ne le fais pas pour faire le malin, David, de l'amour. De l'amour. C'est l'amour de son prochain, tout simplement. Le titre Hold Up est trop bien choisi. Et moi, ce que je voulais dire un peu du milieu financier, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, si on n'a pas réussi à tirer leçon du mal, de la maltraitance qui s'est produite pendant les années Covid, qu'est-ce qu'il va en être aujourd'hui du drame financier, économique qu'on est en train de vivre? Parce que parfois on arrive à mettre un nom sur le maltraitant et le maltraité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend un directeur d'une grande chaîne de supermarché dire qu'il y a, je sais plus, il y a un Français sur 3 qui est obligé de sauter un repas. Et mon constat personnel autour de moi, parmi mes amis, il est le même. Il rejoint ces statistiques. Et aujourd'hui, il y a une sorte de maltraitance qui vient se superposer à celle-là et qui est liée à la finance. Quand tu vois dans le supermarché des petites mamies qui achètent du fromage râpé top budget alors qu'elles ont 4... Enfin, c'est horrible de voir ça, c'est des images qui sont terrifiantes. Vous vous rendez compte qu'en Belgique, un médecin qui était dans un centre de vaccination percevait 100 € de l'heure. Ça veut dire que sur une journée, il percevait autant qu'une personne âgée sur un mois au niveau de sa retraite. Pour injecter un poison. Oui, exactement. Et donc cette personne âgée n'a pas droit à un logement de dignité souvent, parce que quand ils doivent rechercher un logement, ils ne gagnent pas assez. Ils n'ont pas à manger, ils savent payer leurs médicaments. Mais parce que tu parles de mort, moi je parle de souffrance, comme dans les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on souffre. J'ai des personnes qui sont venues à Mons, qui ont fait des 200 km dans la voiture en manque d'oxygène. Et donc ils se disaient, la mort est derrière le carreau, je vais mourir pendant le trajet. Parce que j'ai même un enfant de 24 ans qui avait la mucoviscidose. Il est venu de Liège à Mons pour soigner sa pneumonie, donc Covid, en ayant la mucoviscidose, en ayant un refus de l'hôpital de le prendre en charge, et son médecin traitant également. Il a fait plus de 200 km pour avoir un traitement complet d'une pneumonie. C'est un devoir aujourd'hui de se lever face à cette inhumanité, face à ces gouvernants, face à ce parce que ça touche toutes les tranches de la population. Mais tu as raison, la maltraitance est un aspect d'une société complète. Donc même un patron qui harcèle son employé, c'est de la maltraitance aussi. Donc elle est là, la maltraitance. Elle est partout. Elle est partout. On va terminer avec une dernière petite question qui s'adresse à vous, David. Allez. Ah oui, si vous étiez le président de la République, qu'est-ce que vous mettriez en première mesure? Quelle serait votre première mesure? Je pense que quand on est président, on doit être quand même dans l'intérêt et dans le bien-être de ses citoyens. Donc ça veut dire entendre souvent ce que le citoyen voudrait répondre. Par exemple, quand il y a une guerre, comme quand il y a des grandes décisions, donc des référendums, on doit même laisser le citoyen exprimer ce qu'il a envie de changer. Et deuxièmement, je trouve que ce qui manque dans cette société, que ce soit en Belgique ou en France, c'est un petit peu la collaboration, un petit peu le rassemblement de toutes ces professions tellement importantes. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple dans la santé, on a le patient qui est central, mais normalement autour du patient, on devrait lui attribuer, l'entourer d'un maximum de services, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit de n'importe quelle nationalité ou de n'importe quelle religion. Je pense que dans cette crise, on a vu que les infirmiers et infirmiers continuent leur travail malgré tout. Ça, c'est vraiment incroyable. Ils ont continué à soigner leurs patients à domicile, tandis que le médecin restait dans son cabinet en préconisant de prendre un dafalgan. Donc, c'est d'être sensible
d'abord aux maux les plus terribles de ce pays. Donc vous savez très bien qu'en région en France, il y a, et j'en connais pas mal personnellement, qui gagnent des milliers d'euros par mois au niveau policier. Donc tout ce qui est cumul, tout ce qui est argent facile, tout ce qui est conflit d'intérêts, ne plus laisser le Big Pharma, donc ces entreprises pharmaceutiques et ces milliardaires diriger d'abord le président, parce que la première chose à faire pour un président, c'est d'être autonome, indépendant par rapport à la mission que le citoyen lui a demandé de remplir. Donc quand on dit que le peuple est souverain, ben, je pense que maintenant c'est la politique qui est souveraine, c'est la presse qui est souveraine, c'est la justice qui est souveraine, et c'est l'ordre des médecins qui est souverain. Le citoyen, pour l'instant, il est méprisé, et donc alors que ce sont tous des représentants des citoyens, donc le président, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner confiance à son peuple, mais surtout il doit l'écouter, il doit l'aider, et il ne peut pas, comme à l'école, on doit laisser personne sur la route, et donc s'occuper des plus pauvres, des plus malades. Comme président humain, en fait. Exactement, et faire vivre son pays aussi. C'est pas normal que si vous vendez des oranges, qu'elles doivent venir d'un autre pays. C'est quand même, la France est un pays riche. Pourquoi ça m'a toujours frappé comment, parce que par exemple les agriculteurs, les gens de ferme ont des quotas, on les empêche de produire plus, alors qu'ils ont quand même des excellentes choses à vendre. Voilà, donc je pense que la société, elle est malade, elle est complètement malade par une minorité qui nous gouverne, et il faut couper la tête du maire. C'est aussi, merci, c'est clair. C'est aussi l'intérêt de ces plateaux, c'est voilà, vraiment de continuer à mieux comprendre et mieux avoir plus conscience de la gravité de la situation. C'est aujourd'hui vraiment deux mondes qui s'affrontent, il y a vraiment un projet de société dont nous sommes nombreux à partager l'ambition de ce projet de contrôle transhumaniste, dystopique. Et donc c'est vraiment un devoir que tout un chacun se lève, et c'est pas parce qu'on ne peut pas changer le monde en un jour qu'il faut s'arrêter, bien au contraire. Il faut que chacun d'entre nous apporte sa pierre. Merci à vous de contribuer à votre échelle à travers vos différentes actions. Ça fait du bien d'entendre ces discours d'humanité. Et d'ailleurs, encore une fois, merci, vous êtes déplacés de si loin pour si peu de temps. Mais c'est vraiment un honneur pour nous d'animer cette émission. Et on va vous offrir une transition porteuse d'espoir avec encore David Bouillon qui était présent sur ce plateau pour faire la transition. C'est donc un extrait de Hold Out. C'est le tout début du film. C'est des mots qui sont forts, c'est des mots qui sont touchants. Vous dites, mon but est simplement de sauver des vies. Donc rappelons-nous de ce message d'humanité. A tout de suite. Qu'on soit médecin, qu'on soit soignant, qu'on soit simplement un être humain, on doit toujours combattre pour aider l'autre. Combattre les injustices, combattre la souffrance. Et je me pose tous les jours les mêmes questions en face des personnes en souffrance. Et si j'étais à leur place? Et si j'étais à leur place? Si je devais aller à l'hôpital maintenant, j'aimerais bien qu'on s'occupe de manière médicale de mon problème. Si j'ai une souffrance aujourd'hui, j'aimerais bien qu'elle cesse le plus vite possible et trouver de l'aide. Voilà tout simplement les questions à se poser. Au lieu de demander « Êtes-vous vacciné ?», il faut demander « Quel est votre problème ? Quelle est votre souffrance ? Pourquoi vous êtes ici ?» C'est tout simplement une question de conscience. Parce qu'il y a des trucs à aborder, il faut faire ça tous les ans, pas tous les ans. Alors, plus de temps, plus de temps. Merci encore, vraiment merci. David, c'est tout le monde. Merci David. Tu l'as dit, tu l'as lâché 5 fois pour sortir ce matin, l'amour, enfin on l'a dit ça. Grâce à je sais plus c'est qui l'a sorti aussi. On l'a dit l'amour. Merci David. C'était trop beau. C'est ça, c'est pas grave. On est des grands cœurs, c'est Exactement, et c'est sincère, bien sûr, authentique. Exactement, voilà. Regardez, les enfants sont là, les enfants sont là. Merci de vous occuper du vôtre. C'est tellement rare aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis David, c'est un bonheur. C'est